on a dépossédé les mairies de leurs compétences, très clairement, au profit de plus grands ensembles, interco, départements. Et puis, par ailleurs, on leur a dit qu'ils n'avaient plus d'autonomie financière et que quand ils avaient besoin de quelque chose, il fallait demander à papa, à la département, à la région ou à l'État. Bon, et donc tout ça par ailleurs, cette hyper-administration ne concerne pas seulement l'organisation du territoire, mais évidemment notre vie, la vie de tous les jours, qui est devenue une forme de prison bureaucratique. Alors, c'est drôle parce que quand j'ai lancé ce thème dans le débat public il y a 6 mois, tout le monde m'a dit oui, c'est tout jadis, c'est poussiéreux, c'est laborieux. C'est vrai que c'est pas très romantique, hein, c'est pas très glamour comme thème politique de dire qu'il faut simplifier. Mais l'incroyable réactivité des gens à ce thème montre à quel point il est sous-estimé politiquement et à quel point il est crucial, parce que là, la paperasse, c'est une question de justice d'abord, parce que dans un système complexe, c'est toujours ceux qui ont les clés, qui sont à l'intérieur, qui sont le plus proches des centres d'information et de pouvoir, qui s'en accommodent, voire qui en profitent. Que c'est un sujet de liberté, évidemment, puisque à quoi sert d'avoir les grandes libertés constitutionnelles si au quotidien on est obsédé, frustré et retenu par les tracasseries administratives. Et puis c'est une question d'état de droit, parce que beaucoup de nos concitoyens perdent confiance dans l'État. Ils disent un État assez absurde pour faire ceci, cela, n'a plus ma confiance. Et pas que par ailleurs, dans leur activité quotidienne, les gens se sentent de plus en plus suspects d'une administration qui peut toujours venir les contrôler, les trouver en faute, et donc se braquent bien légitimement dans une attitude quelque part se réfugie dans une forme de semi-clandestinité où on agit, on tisse des réseaux de solidarité sous le radar pour ne pas se faire reprendre par la patrouille, alors que cette patrouille serait censée nous venir en aide. Et ça, c'est quelque chose de très prégnant dans tout le territoire. J'étais encore hier à Chinon pour rencontrer des élus. Et dès qu'on ouvre le sujet, tout le monde se met à en parler et on raconte des histoires vraiment à se taper la tête contre les murs. Alors, c'est à chaque fois des histoires très concrètes, d'ABF, Architectes des Bâtiments de France, de nombre de chambres dans une maison d'hôte qui fait que la porte coup-de-feu est obligatoire ou pas, mais si on met une porte coup-de-feu, l'ABF n'est pas content parce que ça ne correspond pas au bâtiment historique et puis on ne sait plus quoi faire. Ouais, c'est des petites choses, des collectivités qui essayent de transformer une passerelle Eiffel en voie verte et ça fait 10 ans qu'ils se butent à une administration qui leur explique que cette voie est censée laisser passer les chars en cas d'invasion, enfin, des choses vraiment assez incroyables. Et vous voyez des gens qui se bougent en fait et qui font des efforts absolument colossaux pour lutter contre eux-mêmes quelque part, c'est-à-dire contre nous-mêmes, puisqu'on est un pays riche, assez prospère et qu'on a réussi à se mettre à nous-mêmes des barrières assez extraordinaires. Et qu'il suffirait d'une volonté politique et d'un groupe de juristes bien formés pour, quelque part, abolir. Alors évidemment, simplifier, c'est aussi faire confiance, et c'est là qu'est la vraie révolution, c'est la révolution culturelle, quelque part, parce que simplifier, c'est laisser une marge de manœuvre à l'individu, c'est mettre la loi à un niveau d'intelligibilité tel qu'ensuite chacun a une forme de latitude pour l'interpréter en fonction de sa situation, en fonction de son terrain. Donc c'est aussi rompre quelque part avec la rigidité du principe d'égalité en disant bah oui, les situations, les interprétations de la loi vont être différentes en fonction des gens, en fonction des territoires, en fonction des fonctionnaires même, et c'est pas grave. Et donc en fait, vous voyez, derrière la simplification, derrière ce thème un peu bureaucratique, se cache l'essentiel de nos tabous, quelque part, politiques et culturels, qui nous viennent de la Révolution française. Rappelez-vous que Robespierre détestait la jurisprudence. Pour lui, un État bien gouverné ne doit avoir aucune jurisprudence, mais que de la loi, que la loi devait tout organiser au moindre détail près, parce que c'est ainsi qu'on allait assurer l'égalité entre les citoyens. Donc c'est quelque chose qui est assez viscéral, en fait, dans la formation des élites et dans le rapport aujourd'hui de l'État aux citoyens. Donc, ce qui m'a un peu motivé, c'est que ce thème, il est bien connu. Ce que je vous raconte, c'est ce que raconte aussi le Conseil d'État tous les 5 ans dans ses rapports sur l'inflation normative. Donc, ça n'a rien de très nouveau. Vous pouvez d'ailleurs retrouver jusque chez Montaigne les traces de cette idée que la France est trop administrée, qu'il y a plus de lois en France que dans le reste de l'Europe. Donc c'est bien répertorié. Moi-même, dans le think tank que je dirige, on avait fait un rapport avec les conseillers d'État, Jean-Ludovic Silicani, en expliquant pourquoi et comment simplifier la loi. Et puis on avait fait un colloque au Sénat, puis on a mis un rapport sur une étagère, on était passé à autre chose comme tout le monde. Et c'est vrai que le voyage en France, là, à cheval, au contact des gens, m'a permis de me rendre compte à quel point, de manière très concrète, en fait, nos concitoyens sont prisonniers de cet univers de sigles. Quand je passais dans les fermes, on parlait moins des essences, des plantes, des fenaisons que
des Dreal, des Drac, des Scott, des Stradets, des DDT, enfin de toute cette espèce d'univers administratif qui devient tout simplement intenable pour les gens. On me dit souvent d'ailleurs que c'est les 20 dernières années qui ont rendu la situation indémêlable, possible. Et quelque part, ça ne sert plus à rien de faire des grandes lois ou des grands débats au niveau national si on n'a pas balayé un peu, enfin en tout cas refondé recouler nos fondations. Alors, c'est ce qui m'a motivé à m'engager politiquement. Là, ça faisait 10 ans que je faisais du débat d'idées. Et bon, ça peut continuer longtemps. Et c'est très agréable. Mais à un moment donné, on est frustré d'avoir aucun écho dans la sphère politique. La vraie, voilà, on prend des lois, on passe des amendements. Et aucun parti aujourd'hui n'adopte cette attitude anti-jacobine. Tous les grands partis français, y compris d'ailleurs, malgré quelques espoirs au début, LREM, le parti du gouvernement actuel, s'enferme dans une attitude dans une conception très verticale de la société. Enfin, de Mélenchon à l'extrême droite, en passant par LR, le PS et LREM, tout le monde est confortable avec cette organisation du pouvoir. Et encore une fois, le quinquennat actuel a été plutôt dans le sens de la recentralisation au niveau de l'organisation du territoire, au niveau fiscal, avec la fin de la taxe d'habitation, au niveau institutionnel, au niveau économique même, avec la recréation du Haut Commissariat au Plan. Enfin, tout va à peu près dans le même sens. Et donc, pour se lancer en politique, évidemment, en France, c'est très compliqué parce qu'on est bloqué par le système présidentiel. En bon libéral, je déplore, hein, de Revel à Aron, les libéraux n'ont jamais aimé la Ve République, vraiment c'est comme ça. Et dans cette Ve République, c'est vrai que pour faire quelque chose, pour faire naître de nouvelles idées, un nouveau mouvement, une nouvelle force, un nouveau rapport de force, on n'a pas d'autre choix que de passer par cette élection matricielle qui est l'élection présidentielle. Et donc, on a fait quand même toutes les choses assez vite, mais dans l'ordre. On a fondé un parti en mai. Ensuite, on a fait toute une enquête de terrain en allant partout sur le territoire récolter les doléances de nos concitoyens pour comprendre ce qu'il en était sur la question de la complexité. On a fait analyser ça avec des juristes. On a coécrit un livre dans une proposition de simplification très radicale avec un juriste qui s'appelle Nicolas Gardère, excusez-moi. Et puis, on a levé des fonds, on a monté une équipe. Et quand tout a été prêt, on a fait un grand meeting à Paris. On a rempli un théâtre de 800 places. Et bon, quand on s'est dit que voilà, que tout était prêt, qu'on avait bien mis nos pierres les unes sur les autres, on est passé à la dernière étape qui est cette candidature, qui se passe bien dans le sens où vraiment les retours de terrain sont magnifiques et il y a une dynamique très forte autour du mouvement et énormément de volontaires aujourd'hui, plusieurs milliers de volontaires qui sont sur le territoire, qui nous aident tous les jours. Donc c'est très galvanisant. Hein. Vous êtes vous avez monté aussi un mouvement politique, donc vous connaissez cette excitation quand les choses prennent. On a évidemment, pas évidemment, mais on a un très bon accueil médiatique qui n'est pas sarcastique, qui prend les choses au sérieux. On a des pleines pages dans absolument tous les journaux nationaux, on fait beaucoup de presse locale. On va voir si les choses se passent bien, mais évidemment, comme elles se passent bien, j'ai envie qu'elles se poursuivent jusqu'au-delà du 4 mars, qui est la date de clôture des parrainages. Et donc, depuis un mois, on passe vraiment notre vie à ça, aller chercher des parrainages. Il est assez probable que pour les candidats comme moi, nouveaux, ils se déclenchent vraiment dans la dernière ligne droite, dans la dernière semaine. Les gens se retiennent un peu jusqu'au dernier moment. Enfin, pour les grands partis ramassent leurs affidés très vite. Et puis ensuite, il y a une espèce de moment où tout le monde s'observe. C'est le moment présent, puisque au dernier compte, les parrainages n'ont à peu près pas bougé pour personne. Et puis après, tout le monde se déchaîne. Aujourd'hui, il y a encore 80% des élus qui n'ont pas apporté leur parrainage. Il peut y avoir quand même des gros paquets qui arrivent dans les derniers jours. Donc même si on part de loin et que c'est très difficile, on y croit beaucoup, d'autant que nos messages résonnent particulièrement bien dans les petites communes et chez les maires ruraux. Donc les deux, après, peut-être parler du détail du programme, mais enfin les deux points essentiels, c'est la simplification et l'autonomie locale, puis d'une certaine manière le revenu universel, mais ce qu'on met en valeur aujourd'hui, c'est vraiment la simplification et l'autonomie locale. Alors, sur la simplification, on a un projet donc, de recodification du droit. On a baptisé projet Portalis, du nom du juriste de Napoléon qui avait écrit le Code civil. Pour en parler, si ça vous intéresse. Et au sujet de l'autonomie locale, je pense sujet dont j'imagine on va pas mal discuter ce matin, on a conçu une proposition de subsidiarité ascendante, c'est-à-dire que
la responsabilité des compétences doit venir du plus petit échelon. Autrement dit, c'est d'abord la commune qui dit ce qu'elle veut prendre pour elle et ce qu'elle veut donner à l'échelon du dessus, et puis ainsi de suite jusqu'à l'État qui est la voiture balai qui récupère ce dont personne ne veut, ce qui est son rôle, et ce qui permet d'avoir une organisation du territoire extrêmement différenciée. Vous avez des territoires où les gens veulent se regrouper en communauté de communes, en département, très bien, d'autres où ils préfèrent rester plus autonomes, des modèles socio-économiques différents. Donc, ce pourquoi on plaide, c'est vraiment une grande diversité qui correspond de gouvernance en France, qui correspond, je pense, à la réalité profonde de ce pays, qui, quand on le traverse au pas du cheval, ou tout simplement à pied, enfin, quand on le traverse un peu lentement, se révèle un pays extrêmement divers, extrêmement marqué par des siècles de vieilles régions féodales, où les gens se reconnaissent dans des identités régionales qui n'ont rien à voir avec les départements et les grandes régions, et qui ne demandent quelque part qu'à renaître aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé ma campagne de manière assez symbolique, et je crois d'ailleurs c'est une première pour une campagne présidentielle, par la Corse, en applaudissant leur projet d'autonomie de plein droit et de plein exercice, en précisant néanmoins que moi je ne souhaite pas que la Corse ait un statut spécial dans la Constitution, mais je souhaite que toute collectivité puisse, si elle le souhaite, assumer une telle indépendance. Ce n'est pas spécialement pour la Corse, c'est en fait chaque collectivité qui devrait pouvoir prendre le niveau d'autonomie qu'elle souhaite, sans avoir au fond à demander la permission à l'État, avec évidemment les responsabilités afférentes, y compris fiscales, ça c'est sûr, et démocratiques. Mais quelque part, alors je ne sais pas jusqu'où ça pourrait valoir pour la Nouvelle-Calédonie, qui a évidemment un statut extrêmement spécial dans notre Constitution. Mais moi, il me semble qu'au fond, tout territoire devrait pouvoir avoir son propre Sénat, sa propre Assemblée, propre mode de gouvernance, sa propre autonomie réglementaire, expérimenter des formes socio-économiques singulières, et puis, si ça ne marche pas, éventuellement revenir dans le giron de l'organisation étatique, mais que ça devrait pouvoir être, au fond, très spontané comme processus. D'ailleurs, je cite souvent à ce titre l'Alsace-Moselle, qui jouit d'une autonomie extraordinaire en France, bien supérieure à celle que désirent les Corses aujourd'hui. L'Alsace-Moselle a son propre droit bancaire, son droit des assurances, sécurité sociale, sa conception de la laïcité avec un concordat. Ça ne dérange absolument personne. Les Alsaciens se sentent parfaitement français. Et donc la leçon culturelle qu'on peut tirer quand même de cette expérience grandeur nature, c'est que quand on parle de République une et indivisible, on associe deux termes qui sont en fait un peu contradictoires. Moi, je pense que la France est d'autant plus une qu'elle est divisible, enfin, en tout cas qu'elle est variée, qu'elle est diverse, et qu'on se sent d'autant mieux français qu'on est pleinement alsacien, ou pleinement corse, ou pleinement calédonien, mais ça vous allez m'en parler. Donc voilà ma position s'agissant de l'organisation du territoire, je pense qu'elle est assez claire. Après, on peut regarder les détails favorables à ce que les communes puissent sortir des intercommunalités, ça c'est presque déjà des choses techniques. Mais en tout cas, le principe de base, c'est que le plus petit échelon puisse déterminer lui-même les compétences qu'il souhaite assumer, je le répète. Et donc, évidemment, dans cette perspective, votre expérience à vous m'intéresse particulièrement, d'autant que j'ai compris que votre parti, votre mouvement, Construire autrement, alors là, vous allez m'arrêter si je dis des bêtises, surtout, mais enfin, essayer de trouver une position un peu médiane entre les purs loyalistes et les indépendantistes, pour construire justement une forme d'autonomie qui me paraît répondre assez bien à l'idée que je m'en fais. Donc peut-être je vous laisse directement commenter là-dessus, sauf si vous voulez que je développe certains aspects du programme. C'est parfaitement résumé. Effectivement, notre point de base, c'est aussi de partir de la granularité la plus fine, où les décisions sont pleines et entières et justifiées. Et là où donc les mairies, en l'occurrence les communes, et puis effectivement, on a alors en Calédonie, on a une autonomie très très large. On a, oui, à part les compétences régaliennes qui n'ont pas été transmises, on a une autonomie quand même qui est large. Alors, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est de trouver des équilibres, de trouver un mode
de fonctionnement qui satisfassent les uns et les autres. Alors, ça ne correspond pas forcément à vos thèmes, mais la Calédonie, j'allais dire, c'est vraiment très, très particulier. Il ne faut peut-être pas non plus qu'on passe du temps dessus, parce que je pense que ce qui est intéressant avec vous, là, c'est justement de voir quels sont... Moi, je voudrais un petit peu poser la première question, c'est comment est-ce que, partant de ce constat, vous considérez le rôle de l'Europe vis-à-vis de la France, qui pour moi est une couche supplémentaire de normes qui n'est pas forcément utile. Et nous, on le ressent au niveau de la Calédonie. Alors, d'abord, sur le principe, donc c'est vraiment une excellente question. Sur le principe, moi, le principe sur lequel est fondée l'Europe me va bien, parce que c'est le principe de subsidiarité. Alors, encore faut-il ensuite le mettre en application, mais que l'Europe assume les compétences qu'elle peut assumer à son échelle au niveau, par exemple, du numérique, du commerce international ou de l'environnement ou même de la défense un jour, me paraît plutôt très bien, parce que c'est un ensemble qui peut mieux peser face aux grandes puissances sur ce genre de thème. Sur le numérique, que je connais bien, puisqu'on plaide pour une innovation qui est la propriété des données personnelles, clairement, la France ne peut pas le faire aujourd'hui toute seule, et la seule qui a la puissance d'imposer ça au GAFA, c'est Margrethe Vestager, qui est la commissaire européenne aux data, qui, en numérique, a la concurrence et qui comprend ça parfaitement. Donc, j'ai aucun problème avec l'idée d'un échelon européen. Après, je ne suis pas favorable, contrairement au pouvoir actuel, à l'harmonisation sociale et fiscale. Le pouvoir actuel pense que l'Europe doit être harmonisée. Et ça, je m'en défie beaucoup. Je pense qu'au contraire, la beauté de l'Europe, et c'est d'ailleurs normalement dans sa doctrine, et pluribus unum, je crois, c'est de la pluralité que naît l'unité. Donc, quelque part, elle correspond très bien à la même idée que je me fais de l'organisation du territoire français. Donc je souhaite que les États gardent la mainmise sur leur fiscalité, sur leur droit du travail, sur un niveau de redistribution sociale, et que surtout, on ne commence pas à uniformiser tout ça et à perdre donc les différences qui font toujours la beauté d'un continent. De manière plus concrète, s'agissant de notre projet de simplification, évidemment, la question de la norme européenne se pose. Néanmoins, ce que mes juristes estiment, c'est qu'il y a environ seulement 10% de la norme française qui est directement liée au règlement européen, et qui est le noyau dur, notamment sur les questions d'agriculture et de pêche, où, en effet, la France ne peut pas faire grand-chose, mais que, il y a énormément de secteurs où on est encore totalement autonome, notamment tout ce qu'on veut faire sur le revenu universel, ça on n'a pas demandé la permission à Bruxelles, et que deuxièmement, et c'est le point essentiel, très souvent, le degré de précision de la norme française vient de l'administration, de notre administration elle-même, via la surtransposition. La France est le pays qui surtranspose le plus, et qui, à partir de directives européennes qui, quand même, souvent, restent assez... Alors après, on peut les contester une à une sur le contenu, mais qui, sur la forme, restent assez générales, assez intelligibles, pour permettre justement à chaque État de les transposer en fonction de sa propre situation. La France s'amuse constamment à en rajouter des paquets, ça c'est bien documenté. D'ailleurs, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe avait essayé d'imposer à son administration d'arrêter la surtransposition, mais visiblement sans succès. Et qui fait qu'aujourd'hui, les agriculteurs, pour être très concret, les riziculteurs en Camargue se voient imposer 3 fois plus de restrictions sur les produits phytosanitaires que leurs concurrents italiens, à partir de la même norme européenne. Et ça, évidemment, c'est pas normal. Alors, très bien d'avoir la section phyto, mais simplement, ça fait là une concurrence qui est évidemment une concurrence déloyale. Donc nous, on estime qu'on a largement de quoi faire le travail et faire le ménage en interne, et qu'après, sur le noyau dur qui reste, rien n'empêche de plaider pour la même méthode au niveau européen. Par ailleurs, on constate que la Commission s'est plutôt réformée dans le bon sens. En tout cas, de manière très factuelle, elle est aujourd'hui en processus de déflation législative, il y a de moins en moins de directives qui sortent, et que la Commission Juncker a quand même pris un certain nombre d'initiatives, notamment dans la perspective du référendum sur le Brexit, pour essayer d'alléger un petit peu l'épaisseur des textes européens, parce que c'était apparu comme un sujet de préoccupation pour les peuples.
Donc, voilà, il me semble que, pour résumer, sur le principe, c'est très valide, que dans le détail, on reporte souvent sur Bruxelles ce qu'on fait mal nous-mêmes, et que, troisièmement, il y a quand même de la marge de manœuvre pour améliorer les choses en Europe. Donc voilà. Parfait. On peut passer, on le fait sous forme d'échange, hein, de manière Bien à sûr, ce que ouais, ce avec soit plaisir. très interactif. Est-ce qu'il y a des questions justement sur ce point-là? Parce que c'est un point qui nous tient à cœur aussi, hein. On pense que vraiment, nous, on a des structures qui s'appellent une espèce de région, qui est comme ça s'appelle une province, et qui possède en fait les pouvoirs, et qui possède aussi l'argent sans avoir la fiscalité. La fiscalité est liée au territoire. au territoire, pardon, et après est redistribué sous forme assez complexe d'ailleurs aux provinces, tandis que l'échelon communal, lui, est de compétences métropolitaines. Donc on a ce maillon, en fait, qui est le plus fin, et dont on a je crois qu'on doit avoir Olivier qui doit être là, qui pourra en parler plus concrètement que moi, puisqu'il est élu local, qui traite des problèmes vraiment très concrets. Et donc là, aujourd'hui, nous, on voit bien que le problème d'avoir un échelon trop haut, on le trouve à tous les niveaux. Je parle de problème de redistribution, hein, on va peut-être parler aussi du problème du revenu universel, c'est-à-dire la mauvaise redistribution fait qu'on alloue des ressources là où il ne faudrait pas, en tout cas là où il faudrait, elles ne sont pas là, et les moyens parfois ne sont pas du tout on va chercher du financement pour des choses qui n'ont pas de réalisation concrète, pour le bien-être. Voilà. On va chercher de la défiscalisation pour faire des grands bâtiments, mais qui n'ont pas forcément raison d'être au niveau de la demande du public. C'est plutôt vis-à-vis des élus des échelons hauts pour pouvoir couper un ruban et faire des inaugurations, plutôt que d'une demande au niveau de la population. Donc ça, on arrive à ces biais-là, et il y a des choses qui ne sont pas occupées ou sous-occupées. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole là sur l'échelon de la subsidiarité ascendante? Non, pas de questions? Si, j'aurais une question, si vous m'y autorisez. Dans les propositions que vous avez pu nous soumettre, hein, il y a effectivement au sein de chacune des communes la création en fait d'une maison citoyenne. Alors je ne sais pas si c'est le terme exact, qui aurait un rôle absolument de facilitateur vis-à-vis en fait des citoyens de la commune, des administrés, avec a priori, si j'ai bien compris, le fait de répartir et de transférer un certain nombre de fonctionnaires pour vraiment accompagner au plus proche en fait des attentes de ces administrés locaux et avoir tout pouvoir ou une grande latitude sur le pouvoir de décision pour régler précisément les quelques exemples que vous avez pu nous soumettre en guise d'introduction. On est bien dans cette logique-là. Oui, alors exactement. Donc, quand on dit qu'on simplifie les normes, donc on rêve un peu, hein. Nous, on fait un projet qui est quand même un projet très radical, qui a droit constant, donc quelque part, qui ne transforme pas la société, qui n'arrête pas de changer la société, qui arrête de donner aux gens les moyens de se changer eux-mêmes, mais qui est quelque part utopique par rapport à la manière dont fonctionne la France aujourd'hui. Donc, on va jusqu'au bout de la logique, je vous l'expose, et puis après, évidemment, le principe de la réalité fera que si moi ou quelqu'un se saisit de ce projet, ça sera probablement être frotté un petit peu avec le réel. Mais tel qu'on imagine idéalement les choses, en effet, l'idée c'est de supprimer les normes, de libérer du coup des fonctionnaires, puisqu'on sait qu'en France, il y a 12% de plus de gens qui sont en back-office, c'est-à-dire qui font de la norme, qu'en Allemagne ou en Italie ou dans les pays voisins. Quelque part, nous, on n'a pas l'obsession de réduire le nombre de fonctionnaires et de redonner du sens à la fonction publique. Il y a une crise aujourd'hui au sein même de la fonction publique. Les jeunes ne veulent plus être fonctionnaires. Les fonctionnaires sont déprimés, il y a plein d'études là-dessus, il y a des rapports qui sont sortis il y a 2 mois. Et donc l'idée, c'est de redonner du sens à ce métier et du sens par rapport aux citoyens, en ouvrant en effet ce qu'on a appelé des maisons du citoyen, en prenant un vocabulaire un peu 1789. Alors pas forcément dans chaque commune, mais enfin, disons partout sur le territoire. Et que dans ces maisons du citoyen, il y ait un fonctionnaire de base qui soit habilité à prendre des décisions.
Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y en a en Nouvelle-Calédonie, des maisons France Service que le gouvernement commence à mettre en place un peu partout pour rétablir une espèce de présence humaine de l'administration sur le territoire. Non, on n'a pas ça, on n'a pas Ouais. enfin, pas à ma connaissance. Bon, alors peu importe, mais en tout cas, ces maisons du citoyen seront des endroits où un fonctionnaire sera là, et vous pourrez lui poser absolument n'importe quelle question de carte grise, de permis de construire, d'école, de n'importe quoi, et où il aura le devoir de vous répondre, de consulter lui-même son administration centrale. Ça veut dire que ce n'est pas aux citoyens de connaître les sigles. C'est ça le point essentiel. Ce n'est pas aux citoyens de savoir ce qu'il y a sous le capot de l'administration. En revanche, c'est à une personne humaine de prendre une décision. Et une fois que cette décision est prise, alors contestable évidemment avec des procédures de recours, mais une fois que cette décision est prise, de délivrer un rescrit administratif qui donne aux gens une sécurité juridique. J'ouvre le livre qu'on a écrit, La Simplifions-nous la vie, avec l'exemple d'une dame qui veut faire une ferme auberge, la chose la plus simple de l'histoire de l'humanité. On élève des bêtes et puis ensuite on les abat et on les donne on les cuisine. Alors voilà, peut-être la première activité de l'humanité sédentarisée, c'est quelque chose de simple anthropologiquement parlant. Et parce qu'il n'y a pas de catégorie ferme-auberge bien définie, elle est dans un espèce de cauchemar administratif où la ferme est en GAEC, l'auberge en SARL, où il faut refacturer des heures de l'un sur l'autre. Si les produits sont transformés, il y a un taux de TVA différent. Enfin bref, elle fait une formation juridique quasiment, et elle devient comptable à temps plein, simplement pour pouvoir faire ce métier extrêmement simple. Il ne s'agit pas de la fusariade. Et on en est à faire trancher le litige par le préfet. Bon. Tout ça est complètement con. Et dans mon monde à moi, d'abord, premièrement, les principes qui s'appliqueraient seraient assez simples et intelligibles pour qu'elle puisse les interpréter de manière claire à sa situation. Bon, il faut faire ci, ça. Parce que l'idée, c'est qu'une fois qu'on a extrait les grands principes de chaque code, chaque citoyen se voit remettre le droit français en un volume compréhensible. Et puis ensuite, elle pourra aller voir sa maison du citoyen en disant écoutez, moi j'ai décidé donc de faire ça, je pense que c'est tel taux de taxation qui s'applique, que c'est telle procédure d'hygiène. Merci de le valider. Et une fois que c'est validé par la maison du citoyen, elle est protégée de tout contrôle à partir du moment où elle tient cet engagement-là. Et donc on pourra dire oui, mais en fonction du fonctionnaire, ça va créer des situations un peu différentes sur le territoire. Oui, il vaut mieux ça que de bloquer tout le monde. Et ainsi, ce qui manque vraiment aux gens aujourd'hui, c'est de la sécurité juridique. Les gens ont toujours l'impression de se mettre dans des espèces d'interstices en se disant on essaye de faire, mais on n'est pas trop sûr, on peut avoir un contrôle, alors du coup on ne le fait pas vraiment, on ne le fait pas au grand jour, on ne fait pas. Et c'est très 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 malsain, et c'est encore une fois malsain vis-à-vis par rapport à l'existence même d'un état de droit. Donc voilà, donc ça c'est un exemple. Et effectivement, je pense que notre système permettra naturellement, progressivement, de réduire le nombre de fonctionnaires, mais tel n'est pas le but. Et si ça se fait, ça doit se faire simplement en fonction des besoins et naturellement, et pas en fonction d'un objectif comptable. Très bien, merci. Alors même s'il y a un autre challenge forcément, alors je me fais l'avocat du diable. Aujourd'hui, on reproche bien souvent à un certain nombre de fonctionnaires auxquels nous sommes confrontés le fait précisément que ces gens-là sont souvent totalement incapables en fait d'arbitrer, de statuer et de prendre une décision. Oui, mais c'est bien sujet. Aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qui se passe dans les territoires? Vous avez des injonctions contradictoires, des gens à qui une agence dit quelque chose, une autre agence dit une autre chose. Et en fait, qui tranche aujourd'hui? C'est le préfet. C'est le préfet ou le sous-préfet qui sont un peu les dernières soupapes de bon sens dans un système devenu complètement fou et qui disent ça je vous autorise à le faire, et qui prennent un peu sur eux. Ou pas d'ailleurs, ça dépend évidemment de la tête du préfet, et donc c'est très arbitraire. Nous, ce qu'on propose, c'est qu'il y ait plein de petits préfets en fait partout qui puissent prendre ce genre de décision. Évidemment, comme dans toute réforme d'entreprise, ça demande un certain management interne d'arriver à faire ça. J'en ai parlé avec le patron d'AXA, qui essaie, alors en plus qui est suisse, donc il comprend bien ce genre d'idée de centralisation du pouvoir, et qui essaye de faire ça chez AXA. Effectivement, d'ailleurs, chez AXA, c'est une des seules grosses boîtes où vous avez un être humain au téléphone qui est votre conseiller et que vous connaissez par son prénom. Et ce qui est intéressant, c'est que, je ne sais pas si jusqu'où ça réussit chez AXA, je ne suis pas là pour en juger, mais il me dit qu'il y a 2 tiers des gens qui s'épanouissent quand on leur donne de l'autonomie, qui y prennent goût, qui effectivement trouvent plus de sens à leur métier. C'est en plein dans l'idée des bullshit jobs. Le bullshit job vient des process. D'ailleurs, c'est pas hasard si David Graeber, qui a fondé cette notion, est aussi celui qui a écrit ce très beau livre sur la bureaucratisation du monde. Le bullshit job est le pendant de la bureaucratisation.
quand en fait le rôle de l'employé ou du fonctionnaire est simplement d'appliquer de la norme et non pas d'exercer son jugement. Bah, ça déprime tout le monde, forcément. Et donc voilà, quand on met les gens dans cette situation-là, bah, 2 tiers s'épanouissent et puis il y en a un tiers effectivement qui le vit mal parce qu'ils préfèrent qu'on leur dise très précisément quoi faire. Bon, et ben, il va falloir gérer ce tiers-là. Mais ça fait partie des choses, je pense, qui sont gérables. Je vais prendre un autre exemple que je trouve vraiment un très bel exemple, c'est que j'ai été voir le maire d'une grande ville française qui m'a dit voilà ce qu'il aurait fallu faire pendant la pandémie. Il aurait fallu prendre un arrêté en tant que maire, hein, quand il fallait prendre des mesures sur les gens sur les sorties, mais bon, il aurait fallu prendre un arrêté disant qu'il faut mettre le masque quand il y a du monde. Et vous voyez, ça c'est magnifique comme arrêté. Il y a du monde, parce qu'en fait chacun comprend ce que ça veut dire. Il y a du monde. Vraiment, on ne peut pas trop se tromper. C'est que dans un marché il y a du monde, que dans un théâtre il y a du monde, on sait que dans la rue il n'y a pas de monde. Et en fait, il disait, ben, mon administration, évidemment, vient m'en empêcher, parce qu'on dit, ben, on ne peut pas l'appliquer, il y a du monde, ça ne veut rien dire. Alors, il faut dire à 2 mètres de distance, quand on est assis, quand on est debout. Et donc, ça génère une micro-norme qu'après les gens trouvent absurde et que du coup, ils ne respectent pas. Ça devient ridicule. Alors qu'il y a du monde, en fait, tout le monde comprend, et tout le monde comprend aussi la rationalité d'une telle mesure. C'est qu'effectivement, le virus se transmet quand il y a du monde. Donc, autant. Ben. Et ben, le jour où on sera capable de prendre un arrêté qui dit, quand il y a du monde, qu'une administration sera capable, que les citoyens ne seront pas étonnés, sont capables de respecter, que l'administration sera capable de le faire respecter, je trouve qu'on sera dans un nouveau monde. Voilà. Et que c'est un petit exemple, et c'est une bonne illustration de l'attitude, en tout cas, qui me semble souhaitable. Impeccable, on a bien compris. Est-ce qu'on peut un petit peu aller, parce que là le temps tourne, est-ce qu'on peut aller un petit peu sur maintenant le côté de l'impôt négatif, du revenu universel, un petit peu l'expliquer pour le recadrer et puis donner les avantages? Alors, le revenu universel, c'est une vieille idée libérale, en fait, qui vient de Thomas Paine, qui est passé par John Stuart Mill, par Hayek, qui vient par Friedman, qui a conçu un impôt négatif, qui est globalement le système duquel on s'inspire. Ça fait 6 ans qu'on travaille sur cette proposition, et vraiment, on a publié plusieurs ouvrages sous titre de Libère 1 et 2 avec des économistes, alors avec plein de cours, plein de chiffres. C'est vraiment extrêmement détaillé, ça va très loin dans la réforme du système social français, quelles allocations, quels montants, quels trucs. Donc, je pense qu'on a fait sur ce sujet un petit peu philosophique le travail technique vraiment le plus sérieux aujourd'hui. Et notre analyse, c'est qu'on peut le mettre en place tel qu'on va le proposer, je vais vous l'expliquer dans une seconde, sans avoir à bousculer les grands économiques, macroéconomiques du pays, ni à changer drastiquement la redistribution, ni à provoquer des effets de richesse ou d'inflation ou quoi. On peut le faire globalement à finances publiques constantes, sans que ça change considérablement les sommes que les uns perçoivent ou que les autres doivent à l'impôt, mais simplement en simplifiant, justement, en fluidifiant considérablement toutes ces procédures avec énormément d'avantages à la clé que je vais vous exposer maintenant. Bon, alors d'abord, le noyau philosophique du revenu universel, c'est de dire, dans une société prospère, chacun a le droit à la subsistance. C'est globalement, d'ailleurs, ce qu'on accepte implicitement quand on met en place le RSA, les aides et tout ça. Globalement, personne ne pense qu'il faut dire aux clochards d'aller fonder une start-up. Tout le monde estime qu'il y a un rôle pour l'État pour leur venir en aide. La question est comment on le fait. Et la réponse c'est de la manière la moins paternaliste possible, c'est plutôt de leur dire où aller, quoi faire, leur faire remplir toutes sortes de fichiers pour vérifier les conditions, les revenus, leurs revenus, leur situation conjugale, leur recherche d'emploi, tout ça. Il y a juste donner de l'argent aux gens. Et en fait, vous allez voir qu'ils sont assez intelligents pour en faire un bon usage. D'ailleurs, toutes les expériences de revenu universel qui ont été faites dans le monde depuis 50 ans, il y en a quand même un paquet. J'en ai été voir une moi-même au Brésil, montre que le taux d'activité augmente toujours. Ça, c'est vraiment la constante. Parce qu'une fois que vous donnez aux gens une sécurité, une stabilité, et forcément, ils se projettent dans l'avenir et ils commencent à faire quelque chose de leurs 10 doigts. Donc, en fait, c'est aujourd'hui que le système du RSA enferme les gens dans la pauvreté parce qu'on leur donne un statut, le statut de pauvre, et ensuite, d'abord, c'est très compliqué à obtenir, il faut remplir toutes sortes de formulaires, ça prend en moyenne 120 jours. Après, il y a plein de contrôles, il faut aller voir les commissions des CAF, il y a des inspecteurs des CAF qui passent chez vous pour vérifier que vous êtes bien pauvre, que vous n'êtes pas en couple, toutes sortes de choses extrêmement humiliantes et intrusives, et coûteuses d'ailleurs pour la société. Et donc, une fois que vous avez ça, vous avez peur de bouger le moindre petit doigt, parce que si vous changez de département, que vous faites un petit job d'auto-entrepreneur et tout ça, vous allez perdre votre RSA, il va falloir redemander le RSA, c'est le cauchemar. Et donc, les gens restent là-dedans, et c'est aujourd'hui, en fait, on est dans un assistanat
qui empêche les gens de créer. Je ne dis pas forcément d'ailleurs de bosser, ça peut être aussi d'être dans l'associatif, de faire plein de choses. Bon, donc la puissance du revenu universel, c'est que, c'est pour tout le monde, c'est pas discriminant, donc du coup, il n'y a pas de conditions, il n'y a pas de contrepartie, et surtout, c'est pour toujours, c'est pour la vie, c'est automatique. Donc, il n'y a plus à s'en soucier. C'est une somme qui tombe tous les mois, quoi qu'il arrive, pour tout le monde. Donc, ça vous libère complètement l'esprit de cette angoisse de joindre les deux bouts. Alors, maintenant, vous allez me dire, bah oui, mais tout le monde n'en a pas besoin, comment ça marche, ça coûte trop cher et tout. Et donc là, je suis obligé de rentrer un peu dans la technique. Donc, globalement, notre revenu universel, c'est du montant du RSA aujourd'hui, c'est-à-dire 500 € pour aller vite. C'est un peu plus, mais disons 500. Et ce revenu universel remplace un certain nombre d'allocations, dont le RSA et la prime d'activité, et est financé par un impôt sur le revenu, qui est une flat tax, qui remplace lui-même hier un certain nombre d'autres impôts, et qu'on évalue à 30% pour que le système soit à l'équilibre. Donc, il faut concevoir les 500 € comme un crédit d'impôt, et pour lequel vous payez tous, au premier euro, 30%. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous faites la différence à la fin de chaque mois entre l'argent que vous devez, les 30%, et l'argent que l'on vous doit, les 500 €. Et si vous devez moins que 500, vous allez toucher la différence en cash. Si vous devez plus, les 500 €, ça va juste être un crédit d'impôt qui va être absorbé dans l'impôt que vous payez. Donc, je vais prendre des exemples très concrets. Si vous touchez zéro, si vous êtes pauvre, si vous n'avez aucun revenu, vous allez toucher 500 € sans avoir rien demandé à personne. Et ça va considérablement changer le sort des démunis aujourd'hui, puisqu'il y a un très gros problème de recours au droit. Et une fois que, moi j'ai été parler à beaucoup de gens qui font de la maraude, des centres d'accueil de jour et de nuit et tout ça, et la grande question est administrative, en fait, pour que les gens obtiennent leur fameux RSA. Donc ça va vraiment changer la situation des gens qui sont en situation de grande pauvreté. Ensuite, vous avez tous les gens qui sont de 0 à 1700, donc tous les gens qui sont dans cet entre-deux où ils gagnent un peu d'argent, mais pas de manière très continue. Ils peuvent être agriculteurs, avoir parfois des fins de mois très difficiles, ou bien être travailleurs de plateforme, avoir des revenus qui fluctuent d'un mois à l'autre, parfois gagner 2005, parfois gagner 500. Et toute cette nouvelle économie aussi, où les gens sont plus libres, mais aussi évidemment moins protégés. Eh bien, pour tous ces gens-là, ce revenu universel leur donnera un complément complètement automatique. Donc, je prends l'exemple de l'agriculteur qui gagne 300 €. Il va payer 30% d'impôt, donc pour simplifier, disons 100 €. On lui doit 500 € de crédit d'impôt, donc résultat, il va toucher 400 de plus. Donc au lieu de 300, il va gagner 700. Et c'est complètement automatique, ça élimine les effets de seuil, et ça permet de répondre à la gauche, parce que ça élimine la grande pauvreté, mais aussi à la droite, parce que le travail gagne toujours. Il n'y a pas de désincitation, en tout cas, au travail. J'ai rencontré un chef d'entreprise récemment dans une ETI qui m'expliquait que ses salariés ne faisaient pas d'heures sup parce qu'ils allaient perdre la prime d'activité et que du coup, ce n'était pas rentable pour eux. Bon, dans ce système-là, en fait, c'est possible. Une heure de travailler de plus, pas forcément 70% de plus dans la poche. Et puis quand vous arrivez à 1700, vous êtes à zéro, c'est-à-dire que vous ne touchez rien, mais vous ne payez rien dans l'impôt. Et puis quand vous dépassez 1700 €, vous commencez à payer l'impôt, parce que vous devez 600 € moins 500 de crédit d'impôt. Voilà, vous avez payé 100. Et puis voilà, petit à petit, comme ça, vous commencez à être redevable. Donc, pour 1700, en plus, c'est le revenu un peu médian en France. Donc, en fait, pour la moitié des gens, le revenu universel va concrètement signifier un revenu en cash qui permet de tout amortir et d'avoir une vraie sécurité. Pour l'autre moitié, ce sera juste une autre manière de calculer l'impôt qui reviendra à peu près au même qu'aujourd'hui en termes de richesse, mais en revanche, qui simplifiera tout. Parce que là, vous avez une flat tax, vous éliminez toutes les niches et vous mettez tous les avocats fiscalistes au chômage. Donc, c'est un outil de simplification extrêmement puissant qui permet de remettre... tout notre système socio-fiscal, aujourd'hui, c'est 120 000 règles. C'est de la folie, de la folie. Et plus personne ne sait combien on lui doit, combien il doit. Vous avez des organismes qui sont là, même maintenant des startups qui sont là pour vous expliquer à quelle aide vous avez droit, comment aller les chercher et tout ça. C'est l'horreur. Et en plus, les gens ont toujours l'impression que le voisin touche plus ou qu'il est plus favorisé parce qu'il a trouvé le bon statut, et donc ça génère de la jalousie et de la frustration. Dans ce système-là, et c'est pour ça que vous revenez au grand principe du droit, vous êtes globalement à équilibre macroéconomique constant, et pourtant, vous avez plus que deux paramètres, 530, ça y est, j'ai tout dit, ça fonctionne pour tout le monde, c'est extraordinairement prévisible et stable, et ça c'est une vertu qui en soit immense. Et ça vous dit, de manière automatique, si vous êtes débiteur ou contributeur net à votre société, ce que je trouve plutôt sain moralement. Et dans notre... alors, ça suppose d'individualiser l'impôt, bien sûr. Aujourd'hui, l'impôt est payé par le foyer fiscal.
Les aides, d'ailleurs, sont conjugalisées. Le RSA, l'allocation handicapée, dépend de la situation familiale. Bon, évidemment, pour que ça marche, il faut individualiser notre système fiscal. Ce qui me paraît un peu la moindre des choses, c'est le cas dans la plupart des pays du monde. Voilà, donc c'est à la fois rien parce qu'on ne touche pas aux grands équilibres, et c'est énorme parce qu'évidemment, on bouscule énormément de structures qui nous viennent de très loin, dont le code civil, hein, en fait. Et je pense que vous accouchez d'une société où les gens ont plus d'autonomie parce que, comme ils ont l'assurance de ce minimum, hein, qui est vraiment faible, vraiment un minimum, ils peuvent aussi entreprendre des choses différentes, peut-être essayer de faire. On va investir à la campagne, tous les néo-ruraux qui voudraient y aller mais qui ne peuvent pas, ça leur donnera peut-être le dernier petit coup de pouce dont ils ont besoin pour sauter le pas. Je pense que ça peut détendre énormément de choses dans notre société. Joël. Oui, Frédéric, tu veux ajouter quelque chose? Écoute, moi je bois du petit lait quand j'écoute Gaspard parler du revenu universel. Tu connais mes convictions. Je voulais vous donner une information intéressante. Le mois prochain, il y a l'élection présidentielle en Corée du Sud et un candidat sérieux a à son programme un vrai revenu universel inconditionnel. Ouais. Potentiellement, le mois prochain, il y a un événement historique qui serait un premier pays, et un pays pas des moindres, qui mettrait en place un vrai revenu universel inconditionnel. Donc c'est quelque chose d'assez excitant, si jamais ça pouvait voir le jour. Je voulais dire à Gaspard qu'on est quelques-uns à avoir travaillé sur le sujet et développé une déclinaison du Liber en Nouvelle-Calédonie. Ah, super, j'aimerais bien voir. Et alors, le niveau qu'on préconise est inférieur à 500 € pour un certain nombre de raisons, etc. Et on le finance également par la fiscalité. Et on considère que ça serait vraiment un outil de cohésion sociale au sein du territoire, et avec vraiment un schéma fort de dire on appartient tous à une communauté qui s'appelle la Nouvelle-Calédonie, et à ce titre on paye tous l'impôt et on touche tous ce qu'on appelle le cycle citoyen. Et en ce moment, notamment à la fin des accords de Nouméa, on pense qu'il y a besoin de ressouder un peu la société, notamment entre loyalistes et indépendantistes, autour de projets politiques un peu structurants et un peu motivants. Et on espère que le revenu universel sauce socle citoyen calédonien pourrait peut-être être un des objets politiques qui émergeraient des discussions des mois prochains sur le territoire. Non, alors ça c'est vraiment passionnant. J'aimerais bien voir vos travaux, si ça vous ennuie pas, les faire passer peut-être à mon expert, à Marc, qui est toujours ravi de contribuer. Oui, Marc a travaillé aussi dessus, Frédéric, si tu m'arrêtes si je... Et donc, effectivement, on a eu des échanges, c'est très intéressant parce qu'il y a des situations qui sont différentes, d'autres qui sont communes. Et là où il y avait un débat, en fait, c'était dans l'inconditionnalité. Pour moi, l'inconditionnalité, à partir du moment où vous appartenez à une communauté, il y a une conditionnalité, c'est de reconnaître l'appartenance à cette communauté, donc d'avoir un engagement moral. Pas financier ni de travail, mais un engagement moral. Et pour moi, c'est plutôt cette contrepartie qui n'est pas matérialisée, mais qui est immatérielle et qui fait en fait que on doit apprendre en fait à utiliser ce revenu comme étant avec une compensation morale, avec entre guillemets une obligation entre guillemets de faire une contrepartie à la communauté, de proposer une contrepartie à la communauté. Puisqu'on appartient à la communauté via ce revenu, une contrepartie de manière à, au niveau pédagogique, suivre les enseignants, suivre les enseignements. Donc, et puis aussi, on avait prévu, Frédéric, si tu m'arrêtes si je dis une bêtise aussi, donc de suivre l'école et aussi il y avait une autre contrainte qu'on avait proposée, Peut-être la question du droit de vote. Oui,
peut-être aussi, oui, peut-être, ouais. Ouais. Ouais, Je m'en rappelle pas exactement. Les Brésiliens avaient mis en place la Bolsa Familia, d'ailleurs, qui avait été conçue comme une première étape vers un revenu universel, formellement dans la loi. Et effectivement, la Bolsa Familia se rapproche un tout petit peu d'un revenu universel avec une double conditionnalité qui était l'école et la vaccination, si je me rappelle. Oui, c'est ça, oui. D'ailleurs, si jamais la plateforme l'autorise, je voudrais vous montrer un dessin que j'aime beaucoup, notamment parce qu'il a été fait par ma femme, mais ça c'est un détail, et qui illustre ce que c'est que le revenu universel, où évidemment c'est la partie où il y a des briques, et en fait c'est là qu'on comprend, je pense, sans autre mot que en regardant un dessin, ce que c'est qu'un socle citoyen sur lequel on s'appuie pour construire sa vie et derrière d'entreprendre, etc. quoi. Ouais, c'est bien. Parfaite illustration. Impeccable. Beau dessin. Comment l'enlever? C'est bon, j'ai trouvé. On va encore. Il reste encore un petit peu de temps là. Il vous reste encore un peu de temps? Moi, c'est bon. D'accord. On va parcourir d'autres thèmes. Est-ce qu'il y a des questions sur le revenu ou est-ce que non, il n'y a pas de questions? Si, moi j'avais une question. J'ai bien compris la simplification et je m'interroge toujours quand un gouvernement, quel qu'il soit, souhaite mettre en place en fait une nouvelle taxe, un nouvel impôt, etc. Bien souvent, ils ne prennent jamais en compte en fait le coût qui correspond en fait aux besoins de recouvrement en fait de cet impôt. Et des fois, on arrive à des non-sens absolus où on s'aperçoit en fait que le coût de recouvrement casse complètement l'intérêt même en fait de la disposition fiscale. Mais bon, ça c'est un détail. Oui, non, mais là, en plus, la réponse, elle est très claire parce que d'abord, j'enlève tous les frais de gestion. En fait, je rebascule le social sur le fiscal, puisque mon système il peut être géré par le fisc. Oui. Donc, ça veut dire que globalement, j'ai plus besoin des CAF. Donc là, j'élimine considérablement toutes les couches de bureaucratie sociale. Et puis ensuite, c'est juste de l'impôt sur le revenu. Donc avec le prélèvement à la source qui a été mis en place récemment, c'est un jeu d'enfant. Hein. C'est juste une déclaration de revenus mensuelle. Enfin, on ne peut pas faire plus simple que ça. Et c'est pile poil dans ce que c'est faire le fisc aujourd'hui. Donc c'est beaucoup moins lourd que ce qu'il a à faire aujourd'hui sur l'IR. Ça allège. C'est pas un nouvel impôt. C'est une fusion d'impôts qui sont beaucoup plus compliqués aujourd'hui. Donc c'est vraiment pas un sujet. Après, les seuls sujets qui peuvent se poser, c'est par exemple la distribution. Comment est-ce qu'on fait quand les gens n'ont pas de compte en banque? Est-ce qu'on passe par des nickel, des choses comme ça? Bon, mais ça, c'est des sujets sur lesquels on réfléchit un peu et qui sont au fond techniques. Hein. Ça veut dire qu'il n'y ait aucune mauvaise compréhension de ma part. Ça veut dire qu'un certain nombre en fait d'éléments redistributifs aujourd'hui, sous la forme d'allocations familiales, etc., seraient remplacés en fait par ce dispositif unique. Absolument. Alors, sur les allocations familiales, c'est complètement le cas, puisqu'en fait, elles sont forfaitisées et elles sont rajoutées au. En fait, ce qu'on propose, c'est 250 € par enfant, point barre, quel que soit le rang dans la fratrie, quel que soit le revenu, quel que soit tout ça. Et ça s'ajoute au crédit d'impôt des parents. Donc, ça s'intègre dans notre dispositif, en tout cas. Après, ça ne remplace pas un certain nombre d'autres allocations, notamment les allocations handicapées, les allocations de logement. Alors, on peut dire que pour les allocations de logement, elles ne sont pas bien faites aujourd'hui, qu'il faut faire quelque chose et tout ça, c'est vrai, mais c'est un autre dispositif. Donc, on trace une ligne entre les deux. Ok, très bien. Non, merci pour cette précision. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose, une question, une remarque? Non? Moi, j'ai une question pour Gaspard sur la simplification. Dans quelle mesure c'est quand même pas un peu utopique comme projet, donc le projet Portalis? Moi, je me souviens de Nicolas Sarkozy quand il a été élu, qui a mis en place la RGPP, qui a mis en place le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux et qui a pris le taureau par les cornes. Et puis finalement, on a l'impression qu'il n'est quand même pas tellement réussi à simplifier l'administration. Donc,
voilà, comment est-ce qu'on peut arriver à simplifier le mammouth, quoi? Ça paraît tellement une tâche tellement, tellement herculéenne que voilà, en fait, j'arrive pas à me convaincre moi-même, quoi. D'abord, il faut un peu d'utopie, je pense, pour faire de la politique. D'ailleurs, Hayek parlait d'une utopie libérale, donc la voici. Ensuite, par rapport à toutes les autres utopies qui sont aujourd'hui proposées sur la scène politique, je les trouve plutôt saines. Et après, je pense que la grande différence, c'est qu'on propose une méthode que les autres n'avaient pas. Donc, toutes les commissions de simplification diverses et variées qui ont été mises en place ces 20 dernières années ont soit un objectif comptable, ça ne peut pas marcher, genre une loi sur deux, un fonctionnaire sur deux, une norme sur deux, machin, mais ça ne marche pas. La réalité fait que vous aurez besoin de rajouter 2 normes un jour, vous n'avez pas trouvé laquelle enlever, enfin, c'est pas possible de raisonner juste comme ça de manière chiffrée. Et surtout, c'est toujours des commissions qui se demandent quelles normes on enlève. Et ça ne peut pas marcher parce qu'on est dans un énorme édifice et qu'effectivement, c'est complètement herculéen, absurde. Donc, le seul moyen, c'est d'avoir un moment de refonte institutionnelle qui ne te demande plus quelles normes on enlève, mais quelles normes on garde. C'est pour ça qu'on a appelé ça Portalis. Napoléon était très fier d'avoir accompli cette œuvre de simplicité, qu'il est d'ailleurs exprimé dans ses mots. Un moment de refondation, on réécrit le droit, on recodifie, comme on fait Badinter et Lyon-Camp pour le Code du travail il y a quelques années, c'est parfaitement possible de faire. Badinter et Lyon-Camp, en un an, ils ont fait une commission avec 10 juristes, ils ont transformé le Code du travail en 5 pages et 61 principes. Possible. Après, c'est une question de volonté politique. La volonté politique, c'est de dire, bon, bah voilà, c'est ça la loi maintenant. Le reste, ça dégage. Mais sur la méthode, notre méthode, elle est expérimentée. On l'a déjà fait dans l'histoire de France, on l'a fait il y a quelques années pour le droit du travail. Donc on sait qu'on sait faire. C'est juste du jus de cerveau. Ça prend 1 an ou 2 de commission avec des juristes et des parties prenantes, voir Et puis ensuite, la volonté politique, c'est de dire le reste, c'est un échafaudage qu'on peut maintenant ôter pour laisser un peu de liberté aux gens. Vous savez, j'avais eu une rencontre avec un politique français que généralement je ne cite pas, mais là je vais le citer parce qu'il m'emmerde tellement que tant qu'il assume ses propos, qui est Eric Woerth, président de la commission des finances, et qui m'avait dit, vous savez, les Français sont dans une cage, et si vous êtes à de la cage, ils vont pas oser sortir. Et c'est un peu la mentalité de tous les responsables politiques aujourd'hui. Moi, je prends le pari que si on ouvre la porte de la cage, et bah, ils vont commencer à voler un petit peu, ils vont regarder, puis finalement, ils vont trouver ça très sympa à l'extérieur, et puis tout le monde va sortir. Bon. Est-ce que quelqu'un a une autre question sur la simplification, qui est un vaste projet, hein, c'est vrai. Ouais. Et est-ce que vous avez encore des points moi, je voudrais juste poser une question. C'est aujourd'hui, puisqu'on arrive un petit peu à la fin du propos, là, de savoir comment est-ce qu'on peut vous aider. Vous avez évoqué tout à l'heure des problèmes de signature, des problèmes aussi, 15, pas beaucoup, hein. Oui, c'est le problème de signature. Est-ce que c'est vraiment ça aujourd'hui qui vous pose problème? Ah bah oui, c'est mon seul souci. Alors d'abord, bon, évidemment, comme tout parti, on repose sur les dons. Donc, si les gens veulent leur faire payer leur écho, adhérer, c'est avec grand plaisir. C'est néanmoins pas notre principal problème aujourd'hui. On a une équipe structurée, on a de l'argent, on a des réseaux assez construits, on a des volontaires sur le terrain. Alors évidemment, ça serait, je pense que Frédéric s'en occupe, si on peut constituer une sorte de pôle simple en Nouvelle-Calédonie, c'est bien. On a des référents régionaux partout en France métropolitaine, donc si on peut en avoir aussi ici, ça serait super. Maintenant, il me reste 15 jours pour avoir des parrainages, c'est la question juste numéro, enfin c'est pas la question numéro, c'est la seule question, sinon tout ça s'arrête. Encore une fois, il y a pas mal on a des bons réseaux régionaux qui se mettent en place, en Corse, en Savoie, en Bretagne, en Touraine, dans le Val d'Oise, enfin il y a des choses qui se passent, donc on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise dans les jours qui viennent. Et donc je vous encourage pour ceux qui des gens parmi vous sont en situation de parrainer, à le faire, à encourager surtout vos élus. Moi je suis disponible, vous pouvez leur donner mon portable, je suis disponible pour tout élu, tout parrain potentiel peut m'appeler, et ça c'est ma grande priorité.
Donc voilà, surtout n'hésitez pas, dites-leur, si vous voulez, les éléments de langage qu'on transmet, alors on a d'abord, si vous avez vraiment des élus en tête, contactez-nous. Je vais vous donner le mail de la personne. Attendez, je pense que je peux poster ça sur le groupe. Je vais vous donner le mail de la personne qui s'occupe de coordonner les parrainages pour moi, parce qu'on a quand même une équipe qui est là-dessus à temps plein, évidemment. Mathilde a dit plus simple que faire, voilà, c'est passé. Parfait. Donc, vous pouvez la contacter et elle peut vous donner des éléments, des packages et tout. Après, de manière un peu intuitive, vous pouvez dire à vos élus que je défends la simplification de l'autonomie locale, que globalement, c'est des choses qui les touchent. Et que, deuxièmement, de manière un peu plus tactique, ça leur permet de se débarrasser, entre guillemets, du devoir constitutionnel du parrainage, tout en choisissant quelqu'un qui n'est pas clivant, qui n'est pas attaché à des grandes formations politiques et que, globalement, personne ne pourra leur reprocher. Parfait. À l'abri du livre de leurs administrés. Voilà. Parfait. Je crois qu'il y a encore 2 questions. Il y a des gens qui ont levé la main, là, Frédéric. Alors, il y a effectivement, il y a Zoltan. Zoltan. Donc, Zoltan, c'est très simple. Tu ouvres ton micro, tu affiches ta jolie frimousse et la plateforme est à toi. Merci, Frédéric. Oui, j'ai une question très rapide. C'est pour revenir sur le principe de subsidiarité ascendante que je trouve forcément... c'est un peu disruptif, donc c'est Est-ce que tu veux que je t'invite ? intéressant. J'ai une question, c'est d'abord, je pense que ça serait bien, puisqu'il y a plus de monde, peut-être de réexpliquer un petit peu ce principe dans le fonctionnement à la fois juridique et opérationnel. Et deuxièmement, ma question, moi, elle est sur le financement de cette affaire, parce qu'évidemment, on n'a pas du tout une fiscalité qui aujourd'hui est en lien avec ce principe. Donc, j'avais envie de vous poser la question, comment vous joignez la question du financement à la question de la responsabilité, si on veut ça. Non, c'est le cœur du sujet. Donc, comment ça marche? C'est que, de manière très concrète, aujourd'hui, on propose que toute commune puisse se réapproprier les compétences qu'elle souhaite. Il y a des choses quand même assez scandaleuses qui se passent, notamment sur la gestion de l'eau, où désormais elle est obligatoirement confiée aux intercos, alors même que sur des territoires comme la Corse ou les territoires de montagne de manière générale, je ne sais pas ce qu'il en a en Nouvelle-Calédonie, ça ne fait pas sens parce que les villages ont leur source, ils la gèrent depuis des siècles de manière bénévole et que en fait ça va faire monter le prix de l'eau de la confier à je ne sais quel syndicat intercommunal, même à évidemment une entreprise. Donc et puis c'est une question anthropologique, quoi. Maîtriser son eau, c'est quelque chose d'important. Et il y a vraiment une volonté politique aujourd'hui de faire disparaître les communes, littéralement, qui est, je pense, suicidaire politiquement, parce que c'est le dernier échelon auquel les gens croient. Donc, une fois qu'on aura supprimé la commune et que toutes les décisions seront prises à l'interco, les gens n'auront plus un seul interlocuteur humain évident à aller voir quand ils ont un problème ou qu'ils veulent râler ou quoi, et ça va être la guerre civile. Alors, je trouve ça dingue de faire ça. Donc voilà, très concrètement, c'est-à-dire la commune peut reprendre ses compétences. Ça veut dire aussi que une collectivité peut aussi, elle, quand on parlait de la Corse, on parlait du revenu universel, les Corses aussi travaillent sur le revenu universel de manière intéressante. Ils peuvent dire, voilà, nous on le fait, on prend le IR, on prend le social et boum, on le fait chez nous. Ça veut dire qu'aussi les collectivités peuvent fusionner les unes avec les autres si elles le souhaitent. C'est-à-dire que l'organisation du territoire ne va pas être dessinée depuis Paris. Si une région dit non, mais moi je préfère me reséparer, ou un département dire moi je me réunis avec les départements voisins, l'Indre reconstitue le Berry, l'Alsace redevient Alsace. Tout ça, c'est des décisions qui doivent appartenir au local et qui, je pense, peuvent être aussi facilitées par l'extension du principe de la démocratie directe locale. Je suis contre le référendum d'initiative populaire au niveau national. Je pense qu'au niveau local, ça peut bien marcher. Notamment, on a d'ailleurs un petit échelon dans les communes. J'ai vu ça fonctionner dans les cantons suisses. C'est vraiment très vertueux. Après, sur la fiscalité, évidemment, l'idée, aujourd'hui, on ne peut pas être autonome sans avoir sa propre fiscalité, parce que sinon, on est constamment en train d'aller demander une subvention. Donc, ça veut dire quoi être autonome quand la source de financement suppose d'obtenir une autorisation? Donc, aujourd'hui, les communes passent leur temps, les intercos, à remplir des appels à projets pour faire des choses conformes à la volonté de l'État pour obtenir l'argent qui, globalement, pourrait leur être dû. Et que par ailleurs, les citoyens n'ont plus aucun lien fiscal avec leur territoire, puisque quand on est locataire dans une commune, on a littéralement, on ne paye plus l'impôt, on n'est plus fiscalisé sur son territoire. Tout passe par Paris et est redistribué. Donc on réfléchit, alors là on n'a pas de proposition précise, mais on réfléchit à un système où effectivement l'impôt serait les compétences reprises par les collectivités
leur rendrait un certain nombre d'outils fiscaux, à déduction évidemment équivalente de la fiscalité nationale, pour ne pas surcharger les gens, et leur donnerait aussi une immense latitude, non pas sur les assiettes, parce que les assiettes doivent rester nationales, qui est un marché unique, les gens puissent comparer, mais sur les taux. Que les taux puissent varier, les taux sur les entreprises, voire le taux de l'IR. Aujourd'hui, si le Mittelstand allemand marche si bien, c'est parce que les communes peuvent faire varier l'impôt sur les sociétés de 1 à 3 par rapport sur les campagnes uniques. Donc, ça pourrait être un impôt sur le foncier avec justement une part réservée aux communes, une part réservée à la région, une part réservée à l'État, et toutes ces parts variant selon le territoire. Une commune pourrait dire 0, une commune pourrait dire 30, enfin voilà, ce serait complètement de la responsabilité de chaque ensemble, et les gens verraient de manière immédiate pour qui ils payent quoi. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, comme ils ne savent pas du tout pour qui ils payent quoi, bah, ils vont plus voter, parce que il y a, de toute façon, la piscine, elle a été construite, on ne sait pas par qui, par la subvention du conseil régional, par la subvention de l'Europe, par je ne sais quoi. Voilà. Ça n'empêche pas d'avoir des péréquations pour que les plus riches aient des plus pauvres, c'est autre chose, c'est la redistribution. Mais que la base soit, comme ça, disons, décidée sur le terrain et qui rende du coup de la responsabilité démocratique. Parce qu'évidemment, une fois que c'est notre argent, entre guillemets, ben, on est tout de suite beaucoup plus attentif à ce que fait l'élu et on lui demande des comptes et c'est bien normal. On m'a posé une question là par écrit en me demandant si ça n'allait pas redonner en fait, recréer des potentats locaux, en redonnant du pouvoir localement. Bah, tant qu'il y a une responsabilité démocratique, normalement, c'est quand même le but de la démocratie, c'est qu'un potentat il peut toujours être éjecté par le vote. Donc il faut un peu faire confiance aux gens pour exercer leur droit de vote. C'est sûr que ça deviendra quelque part plus crucial qu'aujourd'hui, parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, de toute façon, comme c'est décidé par quelqu'un d'autre, quel que soit le maire qu'on élit, il n'a plus beaucoup de pouvoir. Ça ne change pas grand-chose. Par ailleurs, en termes de subsidiarité, la garantie des droits fondamentaux, évidemment, relève de l'État. Donc, il y a une limite à l'autonomie que pourront reprendre les différentes collectivités, on va pouvoir établir le servage ou que sais-je. Et puis il y aura les maisons du citoyen, etc., la présence de l'État justement sur les territoires. Donc l'idée n'est pas de les abandonner effectivement à des potentats, mais de créer des structures telles que les gens puissent juger par eux-mêmes, quelque part. Il n'y a pas de monde idéal, hein, il y a forcément des... Heureusement, je ne crois pas à un monde idéal, sinon... c'est toujours dangereux, politique, de croire à un monde idéal, je pense. Mais je pense qu'on peut mettre en place des institutions qui sont beaucoup plus responsabilisantes qu'aujourd'hui. Parfait. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait levé la main aussi dans le non? Personne? Plus de questions? C'est bon pour vous? Question? Ah oui. Oui, Nadina. Lamina? Non, j'écoutais avec beaucoup d'attention. D'accord. Mais non, je n'ai pas de question Alors, à ce stade. Est-ce que Gaspard, vous auriez encore un tout petit peu de temps dans votre présentation où vous avez évoqué votre grande maîtrise du sujet sur l'une des thématiques que vous proposez sur la souveraineté numérique, en fait, sur les données des personnes. ouais. Alors, j'aimerais particulièrement, effectivement, vous entendre sur ce sujet, sachant que vous devez forcément connaître quelqu'un qui s'appelle Tim Berners-Lee. C'est le papa du web, mais depuis quelques années, en fait, il s'est fait aussi connaître par une approche radicalement différente de ce que nous proposent, on va dire, les GAFAM, pour faire simple, et j'aimerais bien vous écouter sur le sujet. Oui, bah, tout à fait. Voilà, j'étais en contact avec Tim Berners-Lee sur ça, parce que l'initiative qu'il a lancée est assez proche de ce que je propose. Donc c'est la même famille d'idées, en tout cas, c'est sûr. Donc moi, j'ai constaté, un long reportage et voyage autour de l'intelligence artificielle. J'ai constaté, comme beaucoup, c'est pas très original, que effectivement les comportements, nos comportements peuvent être manipulés de manière très puissante par les plateformes, parce qu'à partir du moment où elles possèdent les datas, elles savent comment nous orienter, et elles sont aidées par des neuroscientifiques qui savent comment marche notre cerveau et où il faut appuyer pour obtenir quelle réaction. Et
en tant que libéral et défenseur de la liberté, c'est pas parce que c'est du secteur privé que je trouve ça magnifique. On peut être, il faut vraiment avoir une vue large du sujet et comprendre qu'on peut être tout autant aliéné et tout autant perturbé dans l'exercice de son autonomie, de son libre arbitre par ce genre de système. Pour la faire courte, la solution qu'on propose et qui est inspirée d'un certain nombre d'idées qui circulent aujourd'hui, notamment aux États-Unis, c'est la propriété privée des données, en disant la donnée, la data, doit être considérée comme un patrimonial, comme un bien, parce que votre propriété est aujourd'hui celui qui protège le mieux, c'est celui qui permet l'usus, le fructus, l'abusus. Là-dedans, il y a le fructus, c'est-à-dire que ça permettrait aussi aux gens d'être rémunérés pour les données qu'ils communiquent. Aujourd'hui, disons le chiffre d'affaires de Facebook est en fait le résultat d'une spoliation. C'est pas un échange marchand. Vous donnez une data qui a une valeur parce qu'elle est monétisée par Facebook, vous la donnez gratuitement en échange d'un service qui, lui, pourrait être tout à fait pricé et la valeur des données que vous fournissez à Facebook est largement supérieure à la valeur du service qu'il vous donne de manière générale. Et donc, il serait tout à fait juste de rétablir un échange marchand. Ce que je veux, c'est passer du féodalisme à l'économie de marché, quelque part, et de dire, non, je t'ai donné l'équivalent de X, tu me donnes Y, moi, je veux la différence. Donc, il y a des gens qui proposent des intermédiaires qui se mettent en place et qui permettent justement d'établir ce flux monétaire qui n'est pas là pour marchandiser quoi que ce soit, mais simplement pour rétablir une justice, là où nous sommes spoliés du fruit de notre travail. Quelque part, c'est produire de la data, c'est une nouvelle forme de travail. La data, c'est 10% du personnel, c'est 10% du PIB européen, c'est en tout cas une valeur que nous produisons et dont nous sommes complètement privés, spoliés. Donc, ça engendre une redistribution tout à fait légitime. C'est pour ça que Facebook fait des milliards de profits. C'est parce qu'il ne les redistribue pas à ceux qui est la matière première, en fait. Il utilise gratuitement une matière première. Évidemment, c'est facile de faire des profits. La matière première, c'est la data. Et la data, on la fournit gratuitement. Donc, dans un système patrimonial, et j'en ai parlé d'ailleurs il y a quelques jours au patron de Ledger, cette startup qui sécurise des portefeuilles de crypto, qui m'a dit que c'était tout à fait possible d'imaginer justement des portefeuilles de données personnelles, en disant toutes mes données sont dans une wallet, dans mon portefeuille, sécurisé. Ça ne peut être fait en place que si on met d'abord l'outil juridique, donc l'outil juridique c'est le droit de propriété, donc ensuite je mets ça dans mon portefeuille, chacune des datas qui émanent de moi est associée à un smart contract, un contrat, qui dit la manière dont je souhaite les utiliser, avec éventuellement des intermédiaires qui gèrent ça, et donc qui rémunère, mais au-delà de la rémunération, qui permet une divulgation différenciée de sa data. C'est-à-dire que moi, je pourrais dire c'est moi qui vais poser mes conditions d'utilisation sur lesquelles les plateformes viendront cliquer, donc on inverse la logique actuelle, et je dirais par exemple, moi, mes données de santé, je veux bien les donner aux organismes publics, mes données de géolocalisation, je les garde, et s'il faut payer en échange une petite somme pour accéder à Waze ou à Google Maps, je la paye. Mes données de e-commerce, je m'en fous, je les donne, je les mets dans la nature, j'aime bien recevoir des publicités ciblées sur les chaussures, et en échange, vous me rémunérez de donner la différence. Voilà. Que chacun choisisse ses conditions, c'est pour ça que c'est contractuel, c'est pour ça que c'est libéral. Ça n'attaque pas, on ne dit pas il faut supprimer les GAFA, il faut redonner à l'individu les moyens de construire un rapport de force vis-à-vis des GAFA. Et de donner à chacun les outils pour en fait choisir son propre le niveau de transparence et de manipulation, de nudge qu'il souhaite dans sa vie. Donc ceux qui veulent échapper à tout algorithme, paieront en échange. Si on doit payer un service, sinon c'est des free riders. Ceux qui s'en foutent, qui sont dans le monde des transparences, c'est cool, aucun problème, toucheront. Après, les sommes sont discutées, c'est pas quelques centaines d'euros, c'est pas des sommes monumentales, mais il y a des études en cours dessus aujourd'hui. Mais surtout, chacun pourra choisir, c'est ça l'essentiel, et quelque part retrouver son libre arbitre dans cet univers numérique où on est tous. Mon ordinateur aujourd'hui, je veux bien qu'on soit sur Jitsi, mais je pense que globalement tout est public, en tout cas c'est le principe de base duquel il faut partir. Et c'est quelque part simplement reconstruire l'état de droit, c'est tout. L'état de droit où on garantit des droits de propriété, où les gens ont la maîtrise de leur production, peuvent contractualiser ou non. C'est assez basique en fait. Et c'est aujourd'hui très bien compris par des gens justement comme Margrethe Vestager à la Commission européenne. Je pense qu'on se dirige vers ça. Ça suppose un saut juridique, de considérer que le droit qui s'applique aux data n'est plus de nature personnaliste mais patrimoniale. Pour des raisons idéologiques, ça provoque beaucoup de résistance, mais ça me semble la logique naturelle de nos sociétés.
D'ailleurs, je constate que le droit de propriété s'est toujours élargi à mesure des ruptures technologiques. L'imprimerie a donné le droit d'auteur, la révolution industrielle a donné le droit de propriété intellectuelle et les brevets. Il est normal que la révolution numérique donne le droit de propriété élargi sur la propriété aux data. Impeccable. Moi, je voulais juste peut-être une dernière question, parce qu'on va vous libérer là. Savoir un petit peu quelle est votre position sur justement l'urgence climatique, on n'en a pas parlé, sur la transition climat, transition énergétique. Donc, on essaie de distinguer deux choses. D'un côté, donc nous, on a le cinquième pan de notre programme, c'est le droit du vivant. Donc, le droit du vivant, ça inclut le droit de l'animal, mais aussi le droit des écosystèmes, le droit des fleuves, par exemple, c'est l'étude d'aujourd'hui, c'est intéressant. C'est une approche par le droit. Et on dit, au fond, il y a deux questions différentes. Il y a la question de la biodiversité et la question du droit de ce qui vit, qui est une question fondamentale. Et puis, deuxièmement, il y a la question du réchauffement climatique, qui est une question qui nous concerne, nous, humains. C'est un peu différent. On veut se protéger en tant qu'espèce humaine. Et quelque part, que la planète se réchauffe, la planète s'en fout. La planète va créer des nouvelles espèces, va s'adapter. Là, c'est notre problème en tant qu'homo sapiens. On ne veut pas disparaître, on ne veut pas qu'il y ait des grands flux migratoires, on ne veut pas être trop déstabilisé dans nos modes de production agricole. Donc c'est nous qui cherchons cette stabilité, ce n'est pas la planète. Donc, sur le droit du vivant, la réforme la plus importante qu'on propose, c'est l'abolition de l'élevage intensif. Alors, encore faut-il le définir essentiellement sur les critères de densité et d'accès au plein air. Et ensuite, sur la question donc, que je trouve, encore une fois, différente, pas secondaire, mais quand même différente, qui est celle du réchauffement climatique, on propose tout simplement, et sur la base de quelque part, de la stabilité que recherche l'espèce humaine, à faire payer les externalités négatives que certains produisent en émettant du carbone. Et donc, on va proposer de manière très classique une taxe carbone, assez raisonnée. Alors, évidemment, c'est un serpent de mer, enfin, ça n'a jamais vraiment été mis en place. L'originalité de notre dispositif, c'est que le produit de cette taxe doit être immédiatement redistribué, c'est-à-dire que ça doit fonctionner en circuit fermé, surtout pas investi dans des projets écologiques ou que sais-je, parce que si les taxes carbone ont échoué aujourd'hui, c'est à cause du pouvoir d'achat. Les bonnets rouges, les gilets jaunes. C'est deux taxes carbone qui ont été tuées. Et donc, ce qu'on propose, c'est de dire, en fait, l'argent de la taxe est immédiatement redistribué aux groupes qui en pâtissent le plus. Donc, ça va être par exemple les agriculteurs. Si elle est redistribuée de manière forfaitaire, vous n'enlevez absolument pas l'impact incitatif de la taxe. C'est-à-dire que si vous prenez un agriculteur 400 € en taxe carbone, mais que vous lui donnez de manière forfaitaire 600 € de dédommagement, il va être toujours incité à réduire sa production carbone pour économiser de l'argent. On ne rembourse pas sa taxe, on lui donne un forfait de compensation. Et grâce à ce forfait de compensation, on garde l'élément essentiel de cette taxe qui est l'incitation. Voilà. Donc ça permet normalement de répondre à l'objection qui est aujourd'hui l'objection la plus fondamentale de la taxe carbone, qui est qu'elle punit ceux qui ont aujourd'hui le moins de moyens, que c'est vu comme une taxe des bobos des villes contre les vrais gens qui ont peu de revenus et qui sont le plus confrontés qui doivent prendre leur voiture pour des écoles, etc. Il y a encore deux questions, là, je vois des mains levées. Oui, il y a Olivier. Donc pareil, Olivier, tu actives, mais ton micro est activé, donc tu peux interpeller notre invité du soir. Monsieur Koenig, merci de consacrer votre temps précieux à une quinzaine de Pékin au bout du monde. Moi, j'ai une question toute simple. Elle est lourde de sens quand on l'exprime depuis les antipodes de l'Hexagone, mais cette question-là, c'est comment va la France? Et parce qu'on a vu d'ici un certain nombre d'inquiétudes et d'interrogations par rapport à ce qui s'y passe. On a l'impression qu'elle est ébranlée sur ses bases et sur son socle historique depuis un certain nombre d'années. Alors, comment va la France, monsieur Koenig? Écoutez, moi, je l'ai traversé, je lis les journaux comme vous, mais en plus de lire les journaux, je l'ai traversé, pas de fond en comble, mais enfin, en tout cas, lentement et village après village, notamment à cheval, et puis après en repartant avec mon équipe dans le cadre de ma campagne. Et ça m'a quand même donné une vision beaucoup plus positive et optimiste. Bien sûr qu'il y a plein de problèmes qui sont largement documentés.
sur lesquels j'essaye d'apporter une réponse comme d'autres, hein, puisque j'estime que le problème central, c'est la bureaucratisation, etc. Mais j'étais quand même assez enchanté sur mon parcours de trouver d'abord des gens généreux et accueillants. J'ai traversé la France pendant 3 mois seul sur un cheval. J'ai jamais eu un seul problème de sécurité. J'ai traversé pourtant des centres-villes, des banlieues, des zones commerciales. Enfin, j'étais pas juste sur les petits chemins de campagne. J'ai été accueilli chez l'habitant, j'ai été logé, j'ai été aidé. Et franchement, ça m'a fait chaud au cœur. Et j'avais une grande émotion en constatant que les vieux réflexes anthropologiques de l'accueil, de l'hospitalité, ils restent intacts, si tant est qu'on veut bien les susciter. Que par ailleurs, on vit dans un pays qui reste très divers, avec des vraies traditions, avec des vraies cultures, avec un vrai attachement, enracinement local que moi je trouve admirable parce qu'il permet une grande diversité. Je suis passé de la langue d'Oïl à la langue d'Og, j'ai traversé la Marche, j'étais dans les régions de l'Est où les airs deviennent rugueux. Bon, et les jeunes générations continuent à cultiver ces héritages de manière peut-être même encore plus acharnée que leurs parents, parce qu'ils reviennent sur quelque part le productivisme des années 70-80. Moi, je pense qu'il y a pas mal de motifs pour au-delà de tous les problèmes dont on a déjà discuté, sur lesquels j'ai des propositions, que sur le fond des gens, sur le fond des cultures, il y a pas mal de causes de réjouissance, et que par ailleurs, j'ai fait beaucoup de reportages dans le monde entier, j'ai vu beaucoup de pays, et par comparaison, on est quand même très bien. Donc, il y a bien sûr des problèmes à résoudre, mais je ne voudrais pas, je ne cède en tout cas pas du tout à l'espèce de pessimisme ambiant qui est vraiment un truc presque, qui est une forme qui est un processus médiatique un peu autogénérateur. Merci. Voilà. Je ne vais pas être très long, je vais prendre une dernière question si ça ne vous ennuie pas. Frédéric, tu as quelqu'un d'autre qui a une question, mais je ne sais pas qui c'est. Oui, c'est moi. J'ai une question économique, Gaspard. Avec le quoi qu'il en coûte, on a l'impression qu'on a le même phénomène qu'avec les communes qui n'ont pas de responsabilité fiscale. Oui. On a l'impression que l'État français dépense de l'argent indéfiniment, qui de toute façon est imprimé par un autre, qui s'appelle la BCE. Et finalement, on se demande où ça va s'arrêter tout ça. Donc, je voulais savoir ce que tu penses un petit peu de cette gouvernance de l'euro, du quantitative easing et de la situation de la dette, en fait. Hein. Bon, au-delà de la dette, ce qui m'inquiète, c'est que ce quantitative easing, il a vraiment créé des inégalités parce qu'il a renforcé il a renforcé le capital au détriment du travail. Il a créé des bulles d'actifs où les riches ne savent plus quoi faire de leur argent, achètent des NFT partout, revendent des tableaux à des centaines de millions. Enfin, je le vois, j'ai des amis un peu aisés, leur patrimoine, il a triplé grâce au quantitative easing, alors que ceux qui vivent de leur travail voient leurs revenus presque stagner. Donc ça, c'est l'effet, je trouve, le plus pervers de toute cette histoire. Et effectivement, ça génère un ressentiment quelque part diffus, parce que les gens ne voient pas forcément d'où ça vient, mais légitime. Et donc j'espère qu'on va revenir, tout ce que je peux dire, c'est que j'espère qu'on va revenir à une politique monétaire beaucoup plus prudente et une gestion normale, disons, des finances publiques. C'est tant est que normal veut dire quelque chose dans un pays qui n'a pas connu un excédent budgétaire depuis Pompidou. Mais j'en profite pour conclure avec Pompidou, puisque Pompidou est non seulement le héros de la simplification, le héros de l'écologie, mais aussi le héros de l'excédent budgétaire, puisque c'est le dernier à avoir fait des budgets à l'équilibre en France. Je crois que permettre de conclure en vous invitant encore une fois à aller, si vous souhaitez m'aider, à aller... on va essayer justement de vous aider. On vous remercie beaucoup, en tout cas, au nom de Construire Autrement, d'avoir participé à cet échange. Et d'avoir donné des précisions. Et on va essayer d'accompagner le mouvement pour que vous puissiez au moins déposer votre candidature et le 4 mars, c'est ça, être parmi les candidats officiellement déclarés pour la présidentielle. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Et bon courage pour la suite. Bon courage. Merci. Bonne soirée, à bientôt. Au revoir. Bonne soirée. Merci, au revoir. Merci pour ceux qui sont encore là.